Là, on peut rapprocher ça un petit peu de la colère d'Achille, mais bon, le parallèle est un peu tendancieux. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est de voir Harry qui lutte pour ramener le corps de Cédric Diggory auprès de ses parents. Et là, J.K. Rowling, c'est une référence assumée, le dit très bien. Ici, cette inspiration, Harry, c'est Mélénas, et Cédric Diggory, c'est Patrocle, parce que c'est un bout de cette histoire de l'Iliade qui avait vraiment touché J.K. Rowling, et elle voulait vraiment le transposer dans l'univers d'Harry Potter. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec une belle référence à l'Iliade et à la guerre de Troie en plein milieu de la saga Harry Potter. Mais après les références mythologiques, on va dire, il y en a plein d'autres aussi. Non mais j'allais dire que ça devrait être sympa qu'en cours, nos profs ils nous apprennent l'histoire un peu comme ça avec Harry Potter. Moi j'aurais préféré. Oui, pourquoi pas. J'aurais retenu, je pense. Oui, non, des références mythologiques, il y en a plein. Il faut dire que elle a fait des études de littérature antique. Enfin, la mythologie là-dedans, il y en a partout. Je ne vais pas tous les citer parce que ça serait très long et je pense qu'on demanderait peut-être 3 heures ici. Et malheureusement, on n'a pas 3 heures, donc je peux pas. Mais voilà, le Sphinx, la mythologie grecque, les trolls, on est sur la mythologie nordique. Cerbère, encore une fois, c'est la mythologie grecque. Les centaures, etc. Enfin, la majorité du bestiaire mythologique dont qu'elle utilise d'ailleurs dans ses romans, font référence clairement à de la mythologie, ou du moins sont puisés d'un imaginaire mythologique. Et il y a trois choses dont j'aimerais vous parler. J'ai fait un épisode sur les créatures de J.K. Rowling il n'y a pas longtemps, et je voulais absolument parler de l'hippogriffe de Buck, et du coup je suis très frustrée, donc je vais le faire maintenant. Voilà, Buck c'est un cheval, du moins l'hippogriffe, c'est entre un cheval et un aigle, donc c'est une très belle figure. Il faut savoir que mythologiquement ça a une origine, et ça tire son origine chez les Perses. Il y a plusieurs formes, ça prend aussi un peu la forme du griffon, etc. Donc l'hippogriffe finalement là-bas, dans les mythes perses on nous dit que c'est une créature qui est née de l'accouplement d'une jument et d'un griffon. Donc Buck correspond parfaitement à cette description. Il est rapide et il vole très rapidement autour du monde. Encore une fois, Buck correspond parfaitement à cette description. Et surtout, dans la mythologie perse, il est monté par des magiciens. Donc effectivement, on voit que là, pour le coup, c'est assez bien respecté. Il faut juste savoir que cette figure d'hippogriffe de mythologie perse va au fur et à mesure évoluer dans le temps. Et je ne vais pas vous faire un cours de mythologie, mais ça va très progressivement se transformer en la figure de Pégase, qu'on retrouve un peu partout, même jusque dans le Moyen-Âge. Et est-ce que dans la mythologie, comme dans le film, il se transforme en Bucket? D'accord. Ok. Je vais tester. J'en fais souvent des comme ça à la maison, du coup les soirées sont pas très drôles. C'est ça. C'est très bien, on va avancer. Donc, après on a les gobelins. Les gobelins, on a l'habitude de les voir dans Harry Potter. Moi, j'aime bien leurs petites figures, là, c'est assez... Enfin, du moins, ils sont pas très sympathiques, mais ils sont assez plaisants quand même. En fait, c'est tiré du folklore européen. On en a beaucoup dans toutes les mythologies qu'on peut retrouver, notamment la mythologie germanique. D'ailleurs, on les croise assez rapidement, enfin, assez souvent, on les confond un peu avec des génies. Donc, les gobelins, des espèces de génies... je pense que c'est assez bien rendu aussi, malgré tout, dans l'œuvre d'Harry Potter. Et juste une petite information, je sais pas, on est à Tours, mais il y a peut-être des Normands, ou du moins des gens d'origine normande dont ils sont sacrément fiers. Voilà, merci, tu me sauves la vie. Les Normands, on la reconnaît direct, ils sont fiers de leurs origines. Ouais. Et bien, faut savoir carrément. En fait, les gobelins, dans la mythologie qui vient tout droit de Normandie, ce sont des créatures qui habitent dans les marais. Et voilà, donc... il faut savoir que J.K. Rowling, elle est quand même venue en France pendant un certain moment étudier, et notamment elle est venue beaucoup en Normandie, donc on imagine qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas. Et il y a une dernière figure qui est assez intéressante, c'est celle des animagus, qu'on peut rapprocher à des animagies, qui sont dans tout ce qui est mythologique, des sorciers capables de se transformer. Donc là, on les a aussi dans Harry Potter. Alors dans la mythologie celtique, ces sorciers sont capables de se transformer en sanglier, en cerf ou en cygne. On connaît bien l'endroit où la mythologie celtique est née.
Dans la mythologie un peu plus nordique, on a des figures dont on a déjà parlé, comme... Oui, il y a Odin, par exemple, Odin. Qui arrive à se transformer en aigle, voire en serpent quand il veut récupérer le fameux hydromel poétique. Voilà, il peut se transformer en plusieurs... On a aussi des géants comme Thiazi qui arrive à se transformer en aigle pour aller poursuivre Loki, qui l'a dépouillé. Loki qui a emprunté ce pouvoir de transformation à Freya. Donc il y a plusieurs dieux, et même plusieurs entités, parce que certains géants ne sont pas des dieux, qui arrivent à se transformer et en ils peuvent se transformer en plusieurs animaux, il n'y a pas forcément une règle très stricte. Et alors en Amérique du Nord, on a des chamans, les chamans qui peuvent se transformer en oiseaux, etc., qui utilisent énormément la figure de l'animal totem, qu'on retrouve aussi très fortement dans Harry Potter. Et bien évidemment, toujours la mythologie grecque, où on a les dieux qui peuvent se transformer. Je pense que c'est Zeus qui s'est transformé en je ne sais pas combien d'animaux pour justement les draguer. Son petit jeu, c'était de se transformer en autant d'animaux possibles qu'il y avait de nanas à choper dans les parages. Donc voilà, si vous lisez de la mythologie grecque, en général, il y a toujours des histoires de fées avec Zeus, et à chaque fois, il est déguisé dans un animal différent. Et la différence qu'on a, qui est assez notable pour l'œuvre d'Harry Potter, c'est que les sorciers qui peuvent se transformer en animaux ne peuvent se transformer qu'en un seul animal. Ce qui n'est pas le cas dans les mythologies. Généralement, ils peuvent se transformer en plusieurs animaux, il n'y a pas forcément de règles. Là, c'est un seul animal avec des références superbes. Ça nous donne des choses fabuleuses avec le chat, etc. Il y a pas mal de choses à voir là-dessus. Et finalement, ça rejoint un peu le côté d'animal totem qu'on peut retrouver dans les mythologies un peu plus amérindiennes, etc. Le Patronus aussi. On ne peut pas tout dire. Oui, et dans les différentes mythologies, alors qui peuvent se rapprocher de la mythologie celtique, on a tout ce qui est mythe arthurien aussi. Et alors ça, les mythes arthuriens, en tout cas dans le cinéma et dans la littérature actuelle, il y a énormément d'auteurs ou de scénaristes qui s'inspirent de la mythologie arthurienne pour construire leurs héros. Ceux qui connaissent mon émission ont peut-être déjà vu l'émission sur Star Wars. Star Wars, il y a des références à la mythologie arthurienne absolument partout. Quoi qu'il en soit, la mythologie arthurienne, c'est vraiment très très vaste. Il y a énormément d'écrits avec même des visions différentes, et c'est une mythologie qui continue finalement un petit peu de s'écrire, puisqu'il y a des interprétations et des réinterprétations qui sont faites de façon assez récurrente. Et d'ailleurs, au XXe siècle, il y a eu des écrits mettant en scène Arthur ou ses compagnons qui ont apporté encore un petit peu plus d'eau au moulin. Il y a eu Merlin l'Enchanteur aussi, enfin voilà, il y a eu énormément de choses. Et pareil, ici, J.K. Rowling s'inspire clairement de la mythologie arthurienne. Ce que je vous raconte tout ici, c'est les trucs qu'a revendiqué J.K. Rowling, parce que finalement, quand on analyse vraiment en profondeur les œuvres, finalement, on peut tirer des parallèles avec tout et n'importe quoi. Donc, il y en a peut-être un ou deux que j'ai fait, que j'ai glissé dedans. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il peut y avoir une relation entre Merlin et Arthur d'un côté, et Dumbledore et Harry de l'autre. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, Arthur, c'est le fils du Terpent-Dragon. Et Merlin a fait un pacte, pour plein de raisons que je ne vais pas détailler ici, avec le Terpent-Dragon, en lui disant, donc, quand ton fils naît, tu me le confies, et c'est moi qui vais me charger de son éducation. Et le Terpent-Dragon dit, ok. Donc quand le roi Arthur, enfin qui n'est pas le roi Arthur, quand Arthur naît, nous avons Merlin qui va le prendre et qui va le placer dans une famille d'accueil, qui est la famille du chevalier Entor, si je me souviens bien. C'est ça. Jusqu'à ce que l'heure soit venue pour lui de monter sur le trône et donc d'assumer ses fonctions. Et pendant tout ce temps-là, Arthur ne sait pas qu'il est roi. Jusqu'au moment où il retire l'épée Excalibur du rocher, il ne sait pas qu'il est roi, il ne sait pas qu'il est connu et que potentiellement il a des fonctions, des grandes fonctions à assumer. Et bon, là on voit tout de suite le parallèle avec Dumbledore et Harry, c'est la même chose. Bon alors les parents d'Harry, bon c'est pas la force des choses, ils ont dû confier leur enfant plus qu'ils sont. Non, mais on a Dumbledore qui va prendre Harry, qui le place dans une famille d'accueil. Donc les Dudley, qu'on peut comparer au Chevalier d'Entor. À niveau traitement, je crois que c'est à peu près pareil en plus. Ah non, mais c'est la même chose. Et jusqu'à ce qu'il soit en âge de savoir que c'est un sorcier et d'assurer sa fonction, puisque finalement, quand il rentre à l'école des sorciers, c'est un peu le retour un petit peu de Voldemort.
eh bien, jusqu'à ce moment-là, il ne sait pas que c'est un sorcier. Donc on a vraiment un parallèle qui se tisse et qui est vraiment extrêmement fidèle à la mythologie arthurienne. Et durant tout ce temps, eh bien, Harry va prendre un peu Dumbledore comme un mentor, où il va s'appuyer sur lui et sur ses conseils pour mener à bien sa quête ou sa vie, un peu comme Arthur le fait finalement avec Merlin, puisqu'il va aussi le solliciter pour des conseils, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce parallèle entre Merlin et Dumbledore, on peut même le pousser plus loin. C'est-à-dire que Merlin, dans, en tout cas les premiers écrits, il n'était pas considéré comme un personnage très positif. C'était un personnage qui était ambivalent, qui était un petit peu ambigu, qui pouvait faire des choses mal, des choses bien. Et ça, c'était vraiment dans les premiers écrits, et puis après, au fur et à mesure, son rôle est devenu de plus en plus positif. Et finalement, ça fait un peu écho à la jeunesse de Dumbledore. Parce que Dumbledore, si vous vous rappelez bien, dans sa jeunesse, il a fait les 400 coups avec un des mages noirs les plus puissants de l'époque, Grindelwald, et d'ailleurs, ces 400 coups-là vont amener à des situations tragiques, puisque la sœur de Dumbledore va finir par en mourir. Et donc, cette référence à un Merlin très ambigu sur les premiers écrits, ça fait clairement référence au passé un peu obscur de Dumbledore, dont on avait une image jusque-là, en tout cas au début de la saga, très lisse et très positive. Donc ça vient un peu nuancer, comme dans le mythe, la mythologie arthurienne, l'image finalement d'un Dumbledore trop positif. Après, je reviens un petit peu au lien que tu avais évoqué tout à l'heure entre Harry et Voldemort, parce que c'est aussi hyper intéressant. Vas-y. On peut se dire que, je l'ai dit tout à l'heure, Arthur, on peut l'assimiler très facilement à Harry Potter. Et finalement, il se passe un truc qui déclenche tout simplement l'histoire d'Harry Potter, c'est cette tentative d'assassinat de Voldemort sur Harry, cette tentative foirée, qui fait que, eh bien, en tentant de tuer Harry, il y a un lien qui se crée entre Harry et Voldemort. Et là, on pourrait dire que finalement, si Harry, on arrive à le comparer au roi Arthur, alors Voldemort prend une part de la personnalité finalement du roi Arthur. Et on peut commencer à l'assimiler aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les versions les plus courantes de la mythologie arthurienne, le roi Arthur, en gros, il meurt des suites de ses blessures, suite à une bataille avec son fils bâtard, Mordred. Il meurt et voilà, c'est définitif. Par contre, il y a des versions un petit peu alternatives qui nous disent que le roi Arthur n'est pas mort. Mais par contre, il a été gravement blessé, il s'est retiré sur une île qu'on appelle Avalon, et sur cette île, il est dans une position de faiblesse où finalement, il attend de recouvrer ses forces pour ressortir le moment venu et reprendre sa place, la place qui lui est due. Et là, on a exactement la même chose dans le cadre de Voldemort, puisque Voldemort, suite à cette tentative d'assassinat ratée, se retrouve dans une position où il est entre la vie et la mort, il est en retrait, et il attend, il y a toute une période d'attente que lui doit endurer avant de pouvoir reprendre sa place là où il doit être. Bon, moi, ça me fait plus penser à Sauron, mais je veux bien le croire. Mais si tu veux, on peut faire allons-y, des bâtons. Oui, on peut aussi aller même plus loin, puisque la mythologie arthurienne elle relie aussi un petit peu deux mondes. C'est-à-dire que dans Harry Potter, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le monde des sorciers qui est vraiment dans son coin et qui ne communique pas avec le monde des moldus. Et on peut un peu opposer ces deux univers. C'est-à-dire que du côté des sorciers, on est dans un monde où il y a un certain refus de la modernité, un certain refus de la technologie. Et ça, on peut le voir à travers tout leur système, finalement, administratif ou de communication. On voit qu'ils utilisent encore des chouettes pour se livrer le courrier, alors que nous, les moldus, on en est à Internet et au mail. Voilà, il y a vraiment une opposition qui se fait entre ces deux mondes. Une opposition qu'on peut rapprocher d'une opposition que vit le roi Arthur dans la mythologie arthurienne, puisque, alors c'est plutôt dans les écrits récents, mais on a tendance, c'est une interprétation récente de la mythologie arthurienne, mais on a tendance à opposer un petit peu le monde païen, le monde celtique, au monde chrétien
dans la mythologie arthurienne. Je m'explique. Merlin, c'est comme la Dame du Lac, par exemple, c'est vraiment un avatar de la religion celtique, un petit peu oublié, le truc qu'on essaye de laisser derrière, mais avec toujours cette essence un petit peu de la magie. Tu fais avoir tout seul. Et donc cette représentation de l'ancien monde finalement. Et de l'autre côté, on peut avoir une figure chrétienne qui émerge, et notamment la femme de Arthur, Guenièvre, qui ira jusqu'à finir sa vie dans un couvent, finalement. Et là, alors attention, c'est très tiré par les cheveux, vous voyez. On pourrait presque rapprocher le péché originel d'Adam et Ève, attention, à celui de Guenièvre et de Lancelot. Parce que Lancelot, en gros, c'est un des chevaliers du roi Arthur, sauf que Lancelot tombe amoureux de Guenièvre, et Guenièvre tombe amoureux de Lancelot. Et donc, ils vont un petit peu forniquer ensemble, et le roi Arthur, il n'est pas très content. Mais du coup, voilà, on peut approcher ça un petit peu du péché originel. Et le roi Arthur, qui représente finalement Harry Potter, il est vraiment tiraillé entre ce nouveau monde, la chrétienté, qui arrive, et d'ailleurs dans les écrits qu'il va y avoir après, il reçoit une mission divine, la quête du Graal, machin, tout ça, bon, je passe l'explication, et puis cet ancien monde, auquel il est quand même attaché à ses valeurs plutôt traditionnelles, qui sont dans la mythologie celtique, etc. Comme Harry est tiraillé entre le monde des Moldus, auquel il appartenait, et ce nouveau monde des sorciers qu'il découvre, qu'il apprend à aimer, mais qui n'est pas du tout le même. Et les deux sont pas compatibles finalement. Voilà un petit peu sur ce que je pouvais dire sur le mythe arthurien. Alors je cherche la transition qu'on avait trouvée qui était géniale.